Bien, bonjour à tous. Du coup, petite présentation de normalement 1h30, mais qui devrait durer moins longtemps à mes yeux, sur le projet USGI Cloud. Donc on va commencer rapidement par un petit sommaire. Globalement, on va parler de qui je suis, pourquoi j'ai ce projet entre les mains, et accessoirement pourquoi je ne suis pas tout seul aussi à le faire. Les objectifs du projet, le matériel qu'on a actuellement à notre disposition, et vous allez voir que ça est un peu compliqué de temps en temps. Les choix techniques, l'architecture qu'on est en train de prévoir, et une petite démo de ce qui a actuellement été mis en place de manière très instable. Ça restera un POC pour cette année-là. Et ensuite, après, on aura des questions. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Gamal Lanor, je suis étudiant en 3e année au sein de cette école. Globalement, moi je suis le responsable de l'infrastructure maintenant. Donc globalement, quand on va prêter du matériel à une autre, soit un groupe d'élèves pour un projet ou quoi que ce soit d'autre, c'est globalement à moi qu'on va demander et ensuite avec mon équipe on va le mettre en place. Moi principalement je fais du DevOps, le réseau je suis une tanche là-dessus, donc j'ai un super admin réseau qui est avec moi, qui est ici avec le 2e rang. Et on va voir du coup les objectifs du projet. Alors déjà pour monter un cloud, c'est fun, on va dire. Moi en tout cas je trouve ça fun, de mon côté je vais vous montrer l'architecture de base du projet qu'on utilise. Globalement l'objectif qu'on va fournir, ça va être fournir facilement des VPS pour les élèves ou du bar métal dans les futures versions. Pouvoir fournir à l'élève un moyen de créer des réseaux ou des sous-réseaux afin qu'il puisse s'entraîner à faire du routage dynamique, du BGP et tout ça. Le système de stockage, évidemment du classique, on va fournir du S3, tout ça avec le NetApp qu'on a déjà actuellement en place. Et ensuite, on a un GitLab qui va permettre pour tout ce qui est projet, où on a du code à rente. Notamment, ça me fait penser à la filière AL, du coup, où pour les différents challenges et examens, ça pourrait être un élément très intéressant. Surtout avec un autre projet qui s'appelle Coder, qui permet d'avoir une interface de programmation directement au web, ce qui permet pour les examens d'avoir un environnement assez sûr. Globalement, un salle serveur, ça c'était il y a 6 mois. Alors, on voit très vite, c'est le foutoir. Hein. On a des switches, hop là, on a des switches ici qui sont raqués dans tous les sens, des Palo Alto. Voilà, et ensuite, là c'était emplacement ici, on avait beaucoup de switches également d'empilés sur une table, ce qui fait que la table commence à écrire un U. Ça craint. Et ensuite, on a la version rangée. Donc là, on va avoir une version numérisée juste à droite. Globalement, on voit tout de suite que là, c'est rangé. Le foutoir qui est en dessous est rangé. On a tous les raquets qui ont bien été rangés ici. Et si on regarde la vue 3D, donc vous, quand vous passez dans le couloir principal, hein, vous voyez par cette baie vitrée ici tout le matériel. Donc du coup, on n'a plus rien sur le sol. Je rigole, on a encore des câbles énergiques qui traînent par terre, mais il ne faut pas rêver non plus, ça continuera de traîner. Et surtout, on a la totalité des baies qui ont été rangées. On a dévissé une quantité colossale de services qui étaient inutilisés pour les ranger à l'endroit. C'est-à-dire, si vous regardez, tout ce qui est à gauche, c'est du stock. Ce qui est à droite, ça tourne. Globalement, au niveau du matériel disponible, j'ai essayé de faire des charts, mais disons qu'ils sont un peu vides. Globalement, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'à gauche, on a tout ce qui est en rapport avec le réseau. On a beaucoup de switches qui sont très vieux, qui font du 100 MB maximum. Donc, pour fournir un service cloud, on a besoin de capacité. Ça va être compliqué. Par contre, ce qui est très bien, c'est que les switches 100 MB, quand on va faire des TP sur du matériel hardware, on va pouvoir le prêter directement, ça c'est pas grave, ils n'ont pas besoin d'avoir un switch qui fonctionne au gigabit. On a aussi du matériel qui est HS, grande tristesse, on a des switches 10 gigabits qu'on cramait dans nos mains une fois qu'ils avaient été mis en production. On passe une journée entière à bosser, on redémarre, et puis là, ça redémarre plus. Bon, fin de journée. Et ensuite, de bien, effectivement, on a quand même du bon matériel qui peut être utilisé, mais on est assez limité là-dedans, il faut savoir comment bien le mettre en place pour l'utiliser correctement. Et pour la partie compute, on a surtout du vieux matériel. On a, si on regarde dans la salle serveur, je vais retourner la slide dans l'arrière, dans les 2 baies qui sont juste ici, on a ce qu'on appelle les enclosures, donc c'est des gros blocs de HPE en tout cas, où à l'intérieur on met plusieurs serveurs, donc en l'occurrence par enclosure on en met 16, et chacun de ces serveurs, ensuite on doit le manager et le configurer. Je viendrai dessus ensuite comment on fait pour le manager. Et du coup la totalité du cloud devra être installée là-dedans. Le but, c'est que pour le déployer, ce soit le plus dynamique possible. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez drôle à faire et je ferai une démo dessus aussi. Donc, du coup, au niveau du matériel, comme j'ai dit, dans l'enclosure intérieure, on va mettre des serveurs, des blades en l'occurrence, mais ces blades ont elles-mêmes des versions. On a beaucoup de G6, c'est vieux le G6, on a du G7, c'est vieux aussi, mais c'est encore utilisable. Et après, on a des G8, sur les 5, 3 sont morts. Comme j'ai dit, il y a souvent le feu là-dedans. Ensuite, rapidement, OpenStack. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent le nom OpenStack? Bon, je suppose que vous connaissez tous OVH, en tout cas. OVH, derrière, ça tourne avec un OpenStack. Enfin, du moins, une partie de leurs services. Je vais faire rapidement une explication des services qui sont ici, du moins les services essentiels à installer. Parce qu'il faut savoir qu'OpenStack, c'est beaucoup de microservices qui vont dépendre des uns des autres et des API qui tapent dans tous les sens. Le service le plus important dans tout ce foutoir, c'est le Keystone, juste là. Lui va permettre de vous identifier
d'obtenir un token et de taper les autres adresses de chacun des autres services des besoins que vous avez. C'est-à-dire que vous avez besoin de lister le nombre d'images qui peuvent démarrer sur l'OpenStack. Les images, elles sont stockées dans le service Glance, qui est juste ici. Le service Glance a une API. Maintenant, on va faire le tracé d'un utilisateur qui veut lister les images. Il va taper la commande OpenStack ImageList. Du coup, par défaut, il va s'authentifier sur le Keystone. Le Keystone va être content, il va dire tu veux voir tes images, c'est cette API qu'il faut taper. Du coup, il vous envoie sur Glance. Vous envoyez à Glance avec votre token, donne-moi tes images, mon grand. Et là, il va faire OK, mais laisse-moi une seconde, je vais vérifier ton idée. Donc, il va reparler à Keystone, vérifier votre identité est bonne, puis ensuite, il vous reparle ici, puis il vous renvoie le résultat. Là, vous voyez, vous avez comme un appel très long, le Keystone se fait taper 2 fois, juste pour vérifier si vous êtes la bonne personne. Mais dites-vous que tous les services passent leur vie à demander qui est qui là-dedans. Le Keystone, c'est tellement important que si ça pète, le cloud tombe avec. Donc, c'est vraiment un truc. Bon, oui, c'est ça, c'est important en fait. Je viendrai ensuite sur les dépendances de Keystone et chacun des autres services. Je vais d'abord expliquer les autres services qu'on a à côté. Pour faire du compute, ce qu'il faut savoir, OpenStack, c'est pas une VM, vous mettez un ISO, vous démarrez, vous installez votre système. Vous partez d'une image cloud qui existe déjà. Et ensuite, elle est configurée automatiquement à l'aide d'un cloud init. Et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je vous montrais tout à l'heure, on va pouvoir démarrer une image Ubuntu en 10 secondes. Et ensuite, faire ce qu'on veut dessus. Donc du coup, on veut démarrer sur une image. Donc du coup, comme j'ai dit, il faut qu'on mette une image. On met l'image dans Glance. Ensuite, on veut créer une VM. Pour créer cette VM, il nous faut un système de compute. Le système de compute, il est là, c'est Nova. La plupart des services OpenStack sont divisés en 2 éléments aussi. C'est un truc qui peut être énervant quand on ne comprend pas, mais du coup, ça permet de comprendre aussi comment ils font pour avoir une infrastructure autant élastique. Si on regarde ici, on a une API, enfin c'est écrit API en tout cas, et il parle à une queue. Et ensuite, ici, on a un Nova Scheduler qui lui est connecté à la queue aussi. Ce qui se passe, quand on demande à Nova de nous créer une machine, il va juste taper l'API, enfin on va taper l'API Nova pour créer un message dans un système d'attente, donc RabbitMQ en l'occurrence. Et ensuite, c'est l'un des schedulers qui va récupérer ce message et créer la machine et dire que c'est bon, renvoyer ça ensuite au Nova. Ce qui veut dire qu'on peut créer 50 000 messages, il va prendre les 50 VM en attente, puis il va les faire au fur et à mesure. S'il ne peut pas, il va juste les refuser. Donc du coup, c'est bien, on a notre système de calcul maintenant. Une fois qu'on a notre système de calcul, c'est pas suffisant. Il va falloir qu'on ait du réseau aussi. C'est la partie la plus relou à configurer dans OpenStack, c'est Neutron, qui est juste ici. Le Neutron, globalement, on peut aller jusqu'à faire du BGP à l'intérieur. On peut faire du système de routage d'IP, public et tout à l'intérieur, c'est fantastique. Vous allez lire la doc, vous allez avoir un cours littéralement sur le fonctionnement du réseau, ce qui est une documentation plutôt bien avancée. Mais du coup, c'est très compliqué à mettre en place. Il y a 2 façons de le déployer, il y a le provider et le self-service. Globalement, le provider, on se branche juste sur le réseau sur lequel sont déjà les serveurs et c'est tout. Et le self-service, c'est la suite du projet où du coup à l'intérieur, on va pouvoir créer nos propres sous-réseaux, nos propres routeurs et compresser l'infra. Dans la version 2, justement, qu'il faut mettre en place, c'est plus compliqué parce que pour que les machines puissent communiquer entre elles, il faut qu'elles passent par les switches. Mais chacun de vos serveurs a lui-même un switch virtuel en interne et il faut configurer du VXLAN dans tout ce foutoir. Globalement, Nova est un service encore très complexe à mes yeux. Et heureusement que j'ai François qui m'aide pour ce truc-là, parce que franchement, j'aurais pété un plomb bien plus tôt. Donc du coup, là, on est bien. On a quoi? On a réussi à démarrer notre VM, elle a du réseau. C'est bien, on peut se connecter dessus, du coup, il y a l'image Glance qui tourne. Par contre, le stockage, on le fout où? Ça, c'est encore une autre vanne. Là, ici, on a Cinder. Cinder, son travail, c'est pareil, il y a une API et des workers. Les workers, ils font le travail pour allouer le disque, etc. Et globalement, Cinder, c'est juste l'élément qui va soit se connecter à votre disque local et le fournir, soit il va se connecter à un autre système de stockage, en l'occurrence, ce sera une étape. Et quand on aura besoin de créer un disque, ce sera Cinder qui créera un disque pour lui et qui stockera ça au sein de l'étape. L'objectif, c'est qu'on ait plusieurs Cinder répartis partout, connectés au sein de cette étape, qui fait que si on a un qui pète, c'est pas grave. Bon, il faut le rallumer vite, parce que sinon ça craint. Mais c'est pareil. Donc ça, c'est toute la partie haut dispo à mettre en place. Cependant, il manque quand même des bases extrêmement importantes. On voit que sur chacun des services, il y a écrit Nova Database, on a Database ici, Glance Database, encore une base de données. Ça fait beaucoup de bases de données. Il faut que ça tienne les écritures. Donc du coup, ça c'est tous les services à installer, enfin du moins qu'on est en train d'installer, pour monter cet OpenStack. MariaDB, Galera Cluster. Globalement, une base de données, c'est bien, mais faire un cluster dessus, c'est un peu compliqué, notamment si on a besoin d'avoir plusieurs masters pour écrire beaucoup dessus. Et en l'occurrence, là, c'est Galera qui répond le mieux à cette solution. C'est notamment écrit dans leur doc, c'est ce qu'ils demandent d'installer. L'objectif de Galera, ça va être de créer un cluster avec plusieurs masters et de pouvoir lui tabasser la tête avec beaucoup de données. RabbitMQ, il prend le clustering par défaut, à partir du moment où vous avez configuré bien vos domaines.
Et Memcache, ça c'est la bête noire actuellement à mes yeux, parce que en fait c'est pas clusterisable Memcache. Donc à la base je voulais partir sur du Redis, sauf que la plupart des services OpenStack ne sont pas compatibles au Redis. On est dans une bonne boucle un peu relou, parce que si on tourne sur la slide juste avant, comme j'ai pas prévu, je sais absolument pas où est-ce que c'est écrit. Non, ils l'ont pas écrit, ils n'écrivent pas le cache. Hein. Ils n'écrivent pas le cache, ok. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des services va taper la DB, les workers aussi. Tout ça, ça va également dans du cache, donc le cache est extrêmement important. Pour vous donner une idée, juste la commande pour lister des users, sans le cache, elle prend 10 secondes. Si on met le cache, elle prend 2 secondes. C'est intéressant. Ensuite, donc du coup, une fois qu'on a ces services essentiels, dans l'OpenStack, on peut donner qu'une seule IP pour qu'ils se connectent dessus. Donc on va monter un HA proxy. L'HA proxy lui va router le trafic correctement sur les services en fonction du nombre de liens qui sont déjà actifs, faire en sorte d'éviter de saturer une seule machine pour répartir les forces. C'est bien, mais sauf que si notre HA proxy il pète, encore une fois, il y a tout le cloud qui tombe avec. Donc il faut encore qu'on mette une autre couche de dispo. Donc des HA proxy, on va en mettre 2. Et au milieu, on va mettre une VIP qui va balancer automatiquement entre les deux. S'il y en a un qui tombe, ça part sur l'autre. Pour cette VIP, on a Keep Alive, qui est très bien, en soi ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Cependant qu'on a besoin de s'étendre facilement, Keep Alive n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc du coup, c'est pour ça qu'ici, on partira, nous, sur du CoreOSync et du Pacemaker. Ensuite, pour l'installation de l'OpenStack, c'est beaucoup de config. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'Ansible. En l'occurrence, c'est ce que je fais. Ils ont déjà proposé des playbooks entiers pour installer leur cloud, sauf qu'en fonction de nos besoins, j'ai préféré choisir la manière la plus compliquée, c'est-à-dire créer les playbooks moi-même. Des fois, je regrette, mais c'est rigolo parce qu'au moins, on lit non seulement la doc entièrement, mais on comprend quels sont les différents paramètres qu'on met, et au moins on est sûr de ce qu'on fait. Alors qu'un playbook qui fait déjà tout seul, ça pète quelque part, amusez-vous à trouver dans quel service là-dedans ça a pété. Parce que là, si je vous dis les images marchent pas, c'est quoi? C'est la queue qui répond plus, enfin non, les images, il n'y a pas de queue, n'importe quoi. La registrie qui marche plus, l'API qui est tombée, le stockage qui est censé partir dans le cinder de l'image qui va autre part, on ne sait pas. Donc l'objectif, c'est de bien comprendre le fonctionnement de son OpenStack. J'ignore rapidement Vault pour revenir dessus après. Là, c'est les différents services que je vous ai montrés. Ici, on a un Shiba. C'est pas juste parce que j'aime bien les Shiba, hein, c'est parce que si on regarde sur l'image juste avant, il y en a un que je vous ai présenté, c'est lui. C'est l'OpenStack Dashboard. Vous pouvez taper et manager tout votre OpenStack via la ligne de commande. Mais bon, je pense que beaucoup de personnes auront envie de me frapper si je dis montez-moi 50 VM en ligne de commande. Ça va pas le faire. Vous faites ça avec le front, c'est plus rapide, c'est plus sympa. Et surtout, vous pouvez avoir un retour visuel de votre console. Le serveur qui démarre, vous pourrez avoir la vue VNC dessus. Et donc du coup, on va revenir sur le dernier qui est Vault. Et l'intérêt de sécuriser notre infra avec HashiCorp Vault, ce qui est bien, c'est qu'OpenStack l'intègre nativement au sein de ses applications. Et après, il faut juste réussir à configurer. Ça, c'est une autre paire de manches. L'objectif d'utiliser Vault dans ce projet, c'est que tous les endpoints sont en HTTP par défaut. Donc déjà, il faut chiffrer tout ça. On ne va pas s'amuser à faire les certificats à la main, on va utiliser HashiCorp pour que lui les génère et les fasse rotate automatiquement pour les mettre en place. Pareil pour les accès en base de données. Vous voyez, là-bas, on a déjà 6 services qui ont besoin de se connecter à la base de données. Ça devient lourd. Donc pour ces 6 services, pareil, il y aura Vault qui, lui, aura un accès à la base de données et créera un compte spécial pour chacun des services qui a besoin de se connecter. C'est-à-dire que si jamais on a 2 Nova qui tournent, il y aura 2 comptes dédiés à ce Nova. Et si un des 2 comptes se fait verrouiller, on a juste besoin d'en kill un, il y a un service qui tombe, mais le deuxième ne pète pas. Donc ça permet rapidement de prendre le contrôle d'une infra qui est en train de se faire exploser. Et HashiCorp Vault, il y a aussi un dernier truc, c'est le contrôle des serveurs via SSH. Au moins, toute notre gestion d'accès sera gérée via HashiCorp Vault, ce qui est quelque chose de très pratique. Qu'est-ce que j'appelle le management? Donc le management, comme j'ai dit, on a beaucoup de blades à faire tourner. En l'occurrence, si je les compte, c'est quoi? Il y a la 16, minimum 64, pour ce que je prévois, du moins pour le cloud. Et manager 64 machines en barre métal, installer les systèmes, le réinitialiser, configurer le réseau, c'est long, c'est relou. Configurer un serveur, on met une clé USB, ça démarre, c'est relou. Du coup, il y a une techno développée par Canonical qui s'appelle Mass, qui est très pratique. Ça déploie un Ubuntu directement à travers le PXE. Et ensuite, nous, on fait notre vie dessus, qui est très cool. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, on utilise Ubuntu pour tout le projet cloud parce que OpenStack est fait aussi, c'est parmi les 3 systèmes recommandés pour installer un OpenStack dessus. Je prends Ubuntu parce que j'ai l'habitude des systèmes base Debian, mais après il y a d'autres systèmes qui peuvent être très très bien également pour monter ce cloud. Donc, si on regarde le fonctionnement de Mass, il faut évidemment lui créer un réseau dédié pour la machine, c'est-à-dire qu'on va avoir un region ID qui ensuite aura des rackd, des rackdaemon globalement. L'avantage, c'est que le region ID et le rackdaemon peuvent être au même endroit. On n'a pas besoin de prendre la tête, là c'est juste si on a beaucoup de matériel. Je vais vous montrer justement tout à l'heure celui qui est en démo. Et lui, ce qu'il fait, Mass, c'est que votre serveur il va démarrer en PXE. C'est bien, il va recevoir un stem par défaut. Mass, ce qu'il va regarder, il va regarder c'est quoi la RAM qu'il a, les CPU qu'il a, le stockage qu'il a.
Et si jamais il y a un ILO ou un IDRAC, il va se créer un compte dedans pour pouvoir le manager ensuite automatiquement, l'allumer, l'éteindre, changer ses ordres de démarrage. Et du coup, ce qui est très pratique, c'est que en fait, notre serveur, on le branche et on s'en fiche. Lui, il fait sa vie, il démarre en PXE et on peut le contrôler ensuite via une interface. L'avantage, c'est qu'ensuite, tout ça, ça nous crée un inventaire hardware de notre matériel. Et avec Ansible, on va pouvoir taper dessus pour créer les différents éléments d'instance cloud qu'on veut démarrer. Et ensuite, le dernier HashiCorp Vault, évidemment, parce que dans notre Ansible, les playbooks, on va avoir beaucoup de secrets à mettre par défaut. Et on ne va pas les mettre dans les inventaires, parce qu'on ne veut pas se cacher que c'est un peu critique comme information. Du coup, évidemment, Ansible, quand il va devoir templater les fichiers et mettre des informations secrètes, il ira les chercher dans le HashiCorp Vault et les injectera ensuite dans la config. Qu'est-ce que j'ai après? Là, j'ai actuellement la prod. Donc on a une wizard map rapide actuellement de ce qui est en place. Actuellement, toutes nos blades qui tournent sont derrière ce switch-là. Ce qui est derrière ce switch, c'est le cloud. La démo que je vais vous montrer, ça tourne juste sur une blade. Faut pas que ça pète, on ne sait jamais l'effet démo. On a un NetApp qui est rangé ici, un serveur de POC qui est ici. Donc le serveur de POC, dedans, on a notre NetApp, n'importe quoi. On a notre MAS, on a notre wizard map aussi, donc avec LibreNMS. Comme j'ai dit, on fournit également du matériel à des élèves, donc ils ont un réseau à part avec le switch expat qui est juste là. Et là, ici, c'est justement des serveurs d'élèves, on en a 3 ici qui sont notés. Depuis, on a des nouveaux qui ont été ajoutés. Et l'avantage, c'est qu'avec ça, on peut voir le flux qui passe à peu près en direct avec 5 minutes, le temps qu'on génère à chaque fois les images. Après, on peut aller sinon directement sur l'outil et surveiller le flux plus proprement. Là, globalement, c'est la baie actuellement, vous pouvez voir, c'est la première que vous voyez. Si vous regardez sur la droite, ici, on a notre Forti d'entrée, le switch qui distribue tout le trafic avec notre NetApp qui est ici, le serveur de POC et ensuite nos blades qui sont ici. Et ensuite ici c'est du matériel qui est en prêt pour les différents élèves et professeurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Les services actuellement en place et en développement. Globalement, on a beaucoup de choses à mettre en place et à maintenir. Ça va être quelque chose de très fun. Et ce qui va être très fun aussi, c'est faire la doc là-dessus. Donc, une firewall, ça c'est bon. Le switch, pareil, on peut les manager facilement. Le LibreNMS, c'est bon. Le Netbox, c'est bien. Je vais le montrer après. C'est franchement un outil qui est génial quand vous avez une infra à maintenir et surtout quand vous avez beaucoup de choses à noter. Par contre, il y a un gros inconvénient, c'est qu'il faut vraiment le maintenir à jour. Si vous commencez à avoir une désynchronisation entre ce que vous avez réellement en production et ce qui est noté dedans, vous allez commencer à chercher des trucs qui n'existent soit plus, soit qui ont été renommés ou qui ont changé de place. Le GLPI, tout le monde connaît le GLPI, je ne le présente pas. Un VPN avec un WireGuard. Pour le VPN, il y avait plusieurs choix. En l'occurrence, pour le VPN, on a choisi pour WireGuard parce que WireGuard est plus léger, en tout cas, pour tout ce qui est communication. Pareil pour la configuration, en OpenVPN, il faut gérer les certificats et l'envoyer ensuite à l'élève qui l'utilisera. WireGuard, c'est une petite config avec une clé privée publique, la clé publique du serveur et sa clé privée à lui. Et on peut directement manager depuis WireGuard quels sont les réseaux auxquels il a accès, sans avoir besoin de lui changer ses configurations. Enfin, ça dépend. Après, si on veut lui rajouter un nouveau réseau, il faut lui rajouter dans sa config à lui. Mais là, dans ce cas-là, il faut la récupérer sur l'interface. On a le MAS qui est toujours en développement. Actuellement, c'est la DB de dev. L'OpenStack, qui je vais vous montrer, est instable mais fonctionnel, c'est le plus important. Le NetApp, le Vault qui est en cours d'apprentissage par une personne de notre groupe justement qui va s'en servir. Et Elastic qui, en fait, maintenant n'existe plus parce qu'on a eu un petit souci de production au niveau stockage. Mais il sera déployé durant cette nuit. Donc maintenant, on va passer sur la démo. Hop. Et la démo, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Bon, un coup. Tu veux pas me rendre ma souris, toi? Ok. Alors, on va commencer par la démo de l'OpenStack. Les mots de passe sont sécurisés ici, hein, admin, et vous êtes le bienvenu sur l'infrastructure. On va ici lancer une instance. Si on va l'appeler démo, je ne sais pas si j'en ai. Ah, j'en ai déjà une qui s'appelle démo. Je vais l'appeler démo d'ici. On va pouvoir choisir la source. Donc la source, c'est sur quelle image il va pouvoir démarrer. Donc cette image, en l'occurrence, on va lui dire, écoute, tu vas démarrer sur un Ubuntu. Cette image cloud est déjà fournie par Canonical sur leur site, on peut la télécharger et l'installer dans Glance. Glance, le service d'image. Donc du coup, on a choisi notre image, on va choisir la faveur ou le gabarit. Le gabarit, c'est juste quelles sont les performances qu'on va lui attribuer. Là, on voit actuellement le force, il me dit qu'il ne va pas pouvoir, parce que sur la totalité des services que j'ai mis en place, l'OpenStack, il sait qu'il y a un certain nombre de matériel disponible. Mais là, le force qui demande 8 cœurs, il me dit j'ai plus la place. Tu as déjà alloué plus de cœurs que 8, donc ça va être possible. Donc on va utiliser le star, qui a 2 cœurs, 1 Go de RAM et 20 Go de stockage. Bon, les 20 Go de stockage, ils sont faux, ils n'existent pas en vrai, mais c'est juste pour la démo.
On va pouvoir sélectionner le réseau. Par défaut, le réseau c'est le provider. Comme je vous ai expliqué, j'ai utilisé l'option 1. C'est-à-dire que le matériel est directement branché dans le réseau au sein où toutes les machines tournent, c'est-à-dire en 10.0.0.0.24. Le network port, pour l'instant, on n'a pas besoin. La key pair, on va utiliser la clé qui est juste ici. Et ensuite, on peut lancer notre instance. Notre instance va démarrer. On va avoir une IP qui va spawner ici. Là, pour l'instant, on est en attente. Hop. Hop. Là, elle est en train de démarrer. Donc, on va aller dessus juste après. On a une IP. Hop. On a juste besoin de cliquer sur l'instance. Normalement, l'OpenStack va réfléchir. On va aller dans console. Et là, je sais que ça ne va pas fonctionner parce qu'il faut que j'aille ici. Hop. Et que je change l'IP par l'IP local. Parce que pour l'instant, je n'ai pas fait ça dans la config. Donc là, on a le VNC du serveur qu'on a configuré à l'instant. On a fait 2 clics pour installer notre Ubuntu. Et là, voilà, on a déjà un Ubuntu disponible. Il va falloir qu'on se connecte. Alors, on va essayer de taper un login. On va faire Ubuntu. Ubuntu, ça va pas passer. Forcément, on lui a pas donné le mot de passe à lui attribuer. Par contre, on lui a donné une clé. Et l'avantage là-dedans, normalement, elle est ici. Donc c'est SSH-i. Je sais plus comment je l'ai appelée ma clé. Hop, elle est là. On va dire la machine c'est Ubuntu. Par défaut, les images d'Ubuntu, leur mot de passe, c'est le nom du système. Et ensuite, il nous faut l'IP de la machine. Donc ça, cette IP, on va retourner sur notre OpenStack. On va dans Interface. Et là, on voit qu'ici, c'est la 136. On va mettre la 136. Évidemment, il faut marquer l'IP. On accepte la connexion. Et là, on est content, on est sur le serveur. Et là, ensuite, à partir de là, on fait tout simplement ce qu'on veut. C'est un Ubuntu qu'on a installé. Et puis, on fait un petit apt update. Comme ça. Et là, les connexions vont se faire et ça va fonctionner comme un. Et là, c'est là qu'on va quand même l'intérêt de monter un cloud, c'est que on peut monter un service très rapidement. Là maintenant, si je veux monter, alors oui, il va falloir qu'il démarre parce qu'on va installer un petit Nginx pour voir quand même que la machine fonctionne bien. Allez mon Ubuntu. On va installer Apache pour faire plaisir à quelqu'un. apt Apache, ça va fonctionner. On avait dit que l'IP c'était la 136. On va prendre. Et voilà. On a une magnifique image qui fonctionne. Donc du coup, ça c'est la partie OpenStack. Sauf que pour installer tout ça, il y a un gros playbook derrière qui tourne. Ça va être compliqué de vous montrer comme ça comment qu'on zoome sur ce logiciel. Affichage, apparence. Ah, comme ça. Donc là, si on regarde au niveau des rôles, il y en a pas mal. Donc il y a d'anciens rôles, il ne faut pas faire attention. Là, ici, on a notre Galera Cluster. On a Glance pour notre service d'image. On a notre achat proxy qui est actuellement en cours de développement. L'Horizon pour le front-end. Le Keystone pour les authentifications. Le même cache, évidemment, sinon, je vous assure, c'est vraiment trop long à faire. L'OpenStack Repo qui sert juste à configurer les repos pour faire fonctionner le système installé OpenStack, parce que ce n'est pas dans les mêmes systèmes par défaut. Un Neutron pour le réseau, Nova pour le calcul, et un système dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle Placement. En fait, Placement, c'est un autre service à côté d'OpenStack Nova installé, qui est au sein de Nova. Mais si vous ne l'installez pas, il va avoir votre VM, il va faire ouais, tu veux l'installer où? Et il va vous regarder, il ne va pas vous démarrer votre VM. Et ça, il faut le savoir, il faut le voir dans la doc, vraiment qu'il faut l'installer. Donc le placement est vraiment essentiel à installer, un RabbitMQ et ensuite le Redis, c'était quand je faisais mes tests. Si on regarde le playbook de production, actuellement on voit surtout que je load les configs avec les mots de passe en clair dans un fichier YAML, comme je vous ai dit c'est du POC, pour l'instant c'est pas grave. Et on dit juste, on configure nos rôles. C'est-à-dire que là mon DBOS sera ici, il va chercher dans le Galera Cluster ses variables comme un grand, et il va configurer ensuite notre OpenStack. Ensuite tout ça, il faut le monitorer. Donc ça pour le coup il y a plein de services. Pour le monitor, c'est ici. Donc ça c'est notre LibreNMS. Donc actuellement on peut voir qu'on a notre switch core ici qui communique pas mal. On a quelques services qui tournent. L'avantage c'est qu'avec tout ça, on va savoir qui consomme beaucoup de liens. Je me perds dans mes mots à force. On peut vraiment avoir une surveillance de l'état de notre réseau et pouvoir comprendre si jamais on a une surcharge quelque part, d'où elle vient. Un autre service qui est essentiel dont je vous ai parlé juste avant, Netbox. Je suis encore connecté, parfait.
L'objectif de Netbox, ça va être d'essayer de mapper l'entièreté de votre infrastructure, qu'elle soit matérielle, IP, là-dedans. L'objectif, c'est vous mettez un serveur quelque part, vous voulez savoir sur quel autre serveur il est connecté et à travers quel switch il passe. Vous pouvez cliquer sur le serveur, dites-moi ce lien il va où et vous saurez sur quel switch et par quel patch panel il passe. Actuellement, on a 3 câbles qui sont déjà dessinés. Je vais juste regarder pour quel serveur il est fait. On va regarder le port 1 ici. C'est Firewall Core. Très bien. Donc, mettons notre firewall d'entrée, qui est juste ici. Donc, on voit que c'est un FortiGate 200D. On voit actuellement dans la baie, il est placé au U numéro 41. Dans quelle baie il est placé? Dans la baie BS1. Donc, ça, après, c'est à vous de choisir vos nomenclatures réseau. Et on voit qu'il a le rôle de firewall. Logique, c'est un firewall. Là, maintenant, j'aimerais bien savoir quels sont ses ports. Du coup, on peut ici aller sur Interface. Et là, on va voir toutes les interfaces que ce matériel possède. Et on voit qu'il y a certains liens qui sont déjà faits. On voit qu'il y en a un qui part vers le switch expat sur le port 047 du switch. Et si on veut, on a juste à cliquer. Et là, maintenant, on voit le matériel. On peut aller rejoindre le switch expat. On va pouvoir cliquer dessus. On voit qu'il est ici, à tel U, etc. Et vraiment, si on ne comprend pas quel IP fait quoi dans une infra, on peut vite comprendre. Par exemple, je prends une opif, la 0046. C'est qui la 46? Actuellement, on voit qu'elle fait partie de ce préfixe-là. OK. Ce serait très drôle que je l'ai supprimé et que c'est une IP qui n'existe plus. C'est quoi si je clique? Ouais, non, elle n'est plus là. Nickel. Là, par exemple, c'est toutes les IP qu'on a actuellement en interne. La 46, elle est là, c'est la VM de masse qu'il faut que je vous montre juste après. Donc voilà. L'objectif d'avoir un service intéressant, c'est que là-dedans, vous pouvez ensuite noter tous vos devices également. Tous les serveurs que vous avez, c'est vraiment quelque chose qui est très long. Quand vous arrivez et que vous n'avez rien qui est fait, ce sera beaucoup plus pratique à manipuler qu'un gros fichier Excel avec 40 000 feuilles à monter. J'en vois qui rigole, qui a dû subir ça. Donc, juste une question, tu avais dit que tu allais installer une instance GLPI, pourquoi tu utilises pas GLPI justement pour faire ça concrètement? parce que GLPI, tu ne peux pas aller jusqu'au lien entre les câbles de chacun de tes serveurs. GLPI, personnellement, moi je l'utilise plus dans le cas où on a un incident sur un serveur et ensuite on va créer le ticket et on va le faire pointer sur ce serveur-là. Mais par contre, l'avantage ici, c'est que nous, on va pouvoir noter tous nos devices, les éléments BGP et je le trouve à mes yeux mieux. Après, j'ai pas. C'est ça. C'est sûr que ce côté-là, c'est plus pour la partie qui font le système et réseau. Là-dedans, tu gères pas de système de ticketing. Après, tu as des plugins, tu peux sûrement l'installer. Non, mais c'était juste notamment par rapport à. Je sais dans la boîte où je bosse, nous on utilise beaucoup GLPI même pour avancer au niveau de tout ce qui est switch, etc., voir quelle portion utiliser, etc. Mm, Et après, on lit ça à niveau LMS, comme tu as fait justement pour en dire. mm. Après, l'avantage, c'est que ça a des interfaces programmables. Donc, il y a sûrement des fous qui ont été créés des trucs pour faire des liens entre les deux. Donc, ensuite, il va y avoir le MAS, qui sera sûrement un des derniers services que j'ai fait. Enfin, l'un des premiers plutôt que j'ai monté. Encore une fois, la sécurité avant tout, hein, admin. Et donc, du coup, ici, on voit qu'on a différents blades. Alors, bon, les nomenclatures, il faut juste se dire que ça me permet, moi, de savoir exactement dans quel gros bloc il est et quel est son emplacement dans ce bloc. En l'occurrence, ici, je vais rapidement. Où est-ce qu'il est? Revient là, tout de suite. Ouvrir l'interface de management du bloc. Donc, c'est 10.00. C'est 23? C'est 23. Donc, du coup, chez les serveurs, on sait qu'il y a des ILO, comme j'en parlais avant. Et du coup, ça, c'est le onboard administrator, mais de l'enclosure. C'est l'emplacement où on met nos listes, nos différents serveurs au sein de ce gros serveur. On va se mettre dessus. Le temps qu'il démarre, il est un peu lourd à démarrer. Donc là, on a une vue. Là, sur ce serveur, il y a plusieurs informations à savoir qui sont. Comment dire? Au début, on est vite perdu là-dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Si on regarde sur la gauche, là, il y a vraiment beaucoup de paramètres à choisir. Il faut savoir lesquels fait quoi et qui est à qui. Donc, ce qu'on a devant, c'est l'emplacement où on va mettre notre blade. Là, dans celui-là, on peut en mettre 16, mais on peut en mettre 8 aussi parce qu'en fait, le lien ici, on peut avoir des blades qui sont plus longs, c'est d'autres modèles et on peut les mettre aussi. Ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, l'autre côté qu'on a, c'est l'arrière. L'arrière, on a beaucoup de ventilateurs, on en a 10. Et ça, il faut lire la doc, parce que si vous mettez par exemple juste une blade et vous mettez les ventilateurs juste derrière la blade en question, il va pas être content, il va gueuler. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, l'air, il va la séparer entre différents ventilateurs. Et j'ai pas pris l'image de la doc, j'aurais dû. Mais quand on regarde, on comprend que c'est quand même un sacré foutoir à l'intérieur de ce blocos. Ensuite, pareil, on voit qu'on a surtout un élément en arrière qui est divisé en deux. C'est là où dispo. Chacune des blades, en fait, a 2 slots. Si je vais sur celle-ci, on verra que là, on a un switch, qui est un switch au Cisco. On a 3 ports de sortie, on a des liens optiques aussi et des liens de SAN. Et ici, on a le port console. Ce
parce que c'est quand même important de se connecter sur un switch. Ce serveur-là a 2 sorties gigabits. Il y en a une connectée là et une connectée à rien, du coup, parce qu'il n'y a pas de switch. L'avantage, c'est que si vous en mettez 2, vous pouvez faire un stack. Tout en branchant votre serveur ici, automatiquement, il va se brancher dans vos 2 blades là. Et du coup, le réseau va tourner tout seul. Après, c'est à vous de configurer les switches en question. Ensuite, on a un autre élément en bas, pareil, qui n'est pas configuré sur la droite. Ça, c'est l'ILO, c'est ce qui me sert du coup à accéder à toute cette interface-là. Pour l'instant, le dispo n'est pas fait. Évidemment, on est dans un environnement pas de production, mais de développement. C'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place au niveau du système de reset aussi. Cet ILO, pour reset, vous devez passer par le serial. Mais c'est un serial en fait où il faut les paires inversées. J'ai oublié le nom à l'instant. C'est-à-dire que vous pouvez passer par un serial classique et vous faut un adaptateur qui s'appelle un nul modem. C'est ça, il s'appelle le nul modem. Donc vous prenez votre câble serial, vous branchez un nul modem et vous pourrez ensuite le brancher en USB sur votre PC. Et là, vous pourrez taper vos commandes. Passez 2 jours à faire ça pour comprendre que c'est pas le bon câble. Vous avez 2 ports ici aussi, ce qui est très pratique. Imaginons que vous avez un deuxième bloc comme ça à manipuler. Vous le mettez en dessous, au-dessus, et vous regardez le petit dessin. Il y a une flèche haut ou bas, c'est pour le brancher en dessous. Comme ça, vous vous connectez juste sur une interface et vous contrôlez tous les blocs en même temps, ce qui est très pratique. Si on regarde, je vais mettre justement sur la Blade en rapport avec le cloud. Hop. Actuellement, sur celle-là, on voit qu'on est sur la baie numéro 1, normal, c'est celle-là que j'utilise pour le développement. On voit ce qu'elle utilise en mémoire, en CPU. Et les ventilateurs, forcément, si on regarde dessus, où est-ce qu'il me le met? C'est Virtual Device. Non, c'est pas là, effectivement, c'était autre part. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Et Web Administration. L'avantage, c'est que chacun des blades qu'on met, ça a un ILO aussi. Mais s'il faut commencer à manager tous les ILO de toutes les blades qu'on utilise, ça va être un peu complexe. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est l'ILO, on laisse tout par défaut, on laisse en DHCP, etc. Et c'est l'enclosure qui, lui, va lui attribuer son IP. Et si on a besoin de se connecter, il va lui créer un compte à la volée, vu qu'il est directement branché dessus. On va attendre qu'il finisse de charger. Si on regarde, actuellement, c'est OA, donc pour le onboard administrator de l'enclosure, administrateur, et ensuite l'ID ici qui change tout le temps, en fonction de quand on se connecte chez eux. Là, ici, on a la sortie HTML, sortie du serveur directement. Et si on regarde un peu plus en détail, dans le System Information, ici on voit que les ventilateurs, il nous dit c'est un ventilateur virtuel. Forcément, il n'en a pas, c'est le bloc enclosure qui, lui, a tous les ventilateurs. On peut voir sa consommation électrique, pareil. Lui, actuellement, il tourne à 189 watts, ce qui est pas mal pour un serveur en soi. On peut voir ses processeurs, sa RAM, etc. Enfin bref, ça reste un serveur classique en soi derrière. Mais ce qui est rigolo là-dedans, c'est si on va dans l'utilisateur, ici on voit, il y en a un, il s'appelle Mass. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est juste, j'ai démarré le serveur, il s'est connecté en PXE, et Mass, lui, est arrivé, il a créé son petit compte, il a récupéré ses infos. Et du coup, pour la démo, est-ce que j'ai une blade de dispo? J'ai celle-ci, parfaite. Alors, je vais tout de suite la démarrer. Hop. Donc ça, c'est la deuxième de génération 8, actuellement, qu'on a de chez HP disponible. Hop, on continue. On va sortir la vue VNC. Et on va juste la faire démarrer. Et on pourra poser les questions à ce moment-là parce qu'un serveur, c'est long à démarrer, c'est trop long. Allez, Byron. Hop, on va sur la sortie HTML et là on voit qu'il ne se passe rien. Le serveur, il a déjà été pris en charge par notre masse. Si on regarde, c'est celle-ci. Donc on voit qu'on a des tests qui ont raté, ce qui est normal parce que les disques n'ont pas été configurés à l'intérieur. Il a trouvé 130 Go de RAM, 300 Go de stockage actuellement fourni avec le RAID qui est configuré, qui est un RAID 1 avec 2 disques durs de 300 Go. Et il y a 32 cœurs, ce qui est en vrai une bonne machine. Là maintenant, en fait, actuellement, elle est ready. Il n'y a pas de système installé dessus. Du coup, on va dire, installe-moi un système. Là, actuellement, on va faire déployer, on va mettre un Ubuntu, et on va lancer le déploiement. Là maintenant, moi, j'ai plus rien à faire. La machine va être démarrée toute seule. Voilà, j'ai rien fait. Elle va démarrer sur son PXE. Le PXE va lui fournir le système, va lui installer le système, redémarrer. Hop, vous avez votre Ubuntu d'installer. Mais du coup, encore une fois, il va falloir trouver un moyen de se connecter dessus. Et encore une fois, c'est via une clé SSH qu'il faut d'abord configurer dans votre compte. Ici, vous mettez votre clé publique. Et globalement, le temps que tout ça démarre, je suis disponible pour les questions. Quand je parlais de vente tout à l'heure, tu vois. L'interface que tu as montrée, qui faisait les liens entre les différents serveurs et
Netbox. Lui. Ah, c'est ça. Juste par curiosité, comment il sait à quel U est branché Alors ça, c'est toi qui... en fait, lui, il se configure pas tout seul, c'est à toi de mettre le matériel. Là, par exemple, si je veux Ah, mais rajouter c'est toi qui l'as rentré. C'est un pas nouveau device, non, c'est... Après, c'est à toi, si tu veux, tu peux le programmer. Il y a une interface programmable, il y a du GraphQL, il y a une REST API. Mais tu vois, par exemple, ici, tu peux définir ton type de device, tu peux sélectionner ton hardware. Donc là, par exemple, je vais prendre un Dell R430. Tu peux définir ton Airflow, tu peux dire sur quel site il est. Et après, tu peux dire ta position sur le U. Donc en l'occurrence, on va dire nation Ouais, 1. ça a été renseigné en fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il ne me trouve pas? Ah, faut que je donne le rack. Donc on va prendre la rack 1. Et il va te montrer toutes les positions qui sont disponibles actuellement sur ton switch. Et ce qui démarre, il prend son temps lui pour démarrer. Ce qui serait fort, ce serait que j'ai oublié de configurer le PXE. Normalement, non. Oui. Moi j'ai une question sur, si j'ai bien compris, donc l'interface qui permet de manager d'une manière visuelle OpenStack, elle s'appelle Horizon, Mm. c'est ce que j'ai compris. Et donc si je veux, par exemple, travailler avec mes camarades sur un projet annuel ou Mhm. pas, comment je peux leur donner un accès à mes machines depuis l'interface justement, cette interface qui s'appelle Horizon? Alors ça fait partie du gros travail qu'on va avoir à faire avec la filière AL aussi. Je suis justement en train de voir avec certaines personnes que je connais déjà de là-bas pour préparer ce tapis. De toute façon, en fait, tout ce qui est système d'accès, les VM ne vont pas spawner sur le réseau public. Ils seront dans un réseau interne accessible seulement via VPN. Ce réseau VPN, pareil, il va falloir le manager. Et du coup, on aura une application centrale qui permettra ensuite de taper les API de tous les services pour configurer les accès. Et ensuite, ça reste encore la partie qu'on a étudiée justement pour finir les accès facilement. Ok, mais je veux dire, les VM, elles sont cloisonnées de quelle manière? Est-ce qu'il y a une notion Tu de peux les cloisonner par projet, oui. Ok. Là, Donc les étudiants ils seront indépendants pour créer leur propre projet, Hmm. ou bien un étudiant aura un projet uniquement. Alors après, on peut créer autant de projets qu'on veut. Si on va dans l'interface, est-ce que je l'ai en stock? Elle est où? Elle est là. Ça c'est la doc, on s'en fiche. Donc dans la partie administration, système, non, raté, identité. Ici on peut créer des projets. Donc actuellement on en a deux. On a l'admin, celui qui est créé par défaut. Et service, c'est là où il y a tous les users qui tapent sur le keystone pour savoir qui a le droit de faire quoi. Et donc du coup on peut créer un projet. Par projet on peut choisir les membres de ce projet. Et ensuite quand on va créer une machine, on peut l'attribuer dans un projet. Enfin elle s'attribue automatiquement dans un projet. Si on regarde, hop, on revient là. Compute instance. Actuellement, on voit que toutes les VM que j'ai mises sont de projet administration. Et après, il y a un autre truc niveau réseau qui est, à mes yeux, quelque chose de génial là-dedans que je n'ai pas montré du tout d'ailleurs. C'est la topologie réseau. Actuellement, là, on a une vue graphique, c'est toutes les machines. Et on voit qu'ils sont connectés juste au subnet WAN. Mais ce qui est intéressant, c'est que si jamais on crée plusieurs subnets qui sont les uns entre les autres, on a vraiment une vue graphique de comment le matériel est connecté, quelles sont les pattes, comment elles sont faites. Et on a vraiment un moyen de comprendre plus facilement en fait, l'architecture qu'on dessine. Et est-ce que tu peux interconnecter par exemple deux machines qui se trouvent sur deux projets distincts? Oui. Avec la même interface Ce qu'il faut faire en fait, c'est que ton réseau soit un réseau partagé. Donc tu veux mettre ton réseau en public, ou alors tu l'autorises seulement à deux projets. Et ensuite, du coup, eux pourront brancher leur machine sur le réseau de ce projet en question. Quand tu crées ta VM, en fait, tu dois attribuer les networks que tu veux lui donner. Si je le mets en public, c'est-à-dire tous les autres? Ouais, mais après, tu peux faire du semi-public. Tu peux dire, il y a seulement ce projet et ce projet-là qui peuvent le voir. Le limite réseau, c'est ce que tu peux faire en réseau dans un LAN ou un WAN chez toi, tu peux le faire dans OpenStack. Tu peux vraiment faire la même chose. Genre en dehors de deux projets distincts. Ouais. Donc il faut toujours, c'est sûr, il faut passer par des réseaux, que des réseaux publics pour pouvoir passer. Ou Après, là, tu me poses justement des questions sur ce que je t'ai dit que j'aimais pas, c'est Neutron. Neutron, c'est François, hein, c'est pas moi. Au niveau des vues, ce que tu J'ai explosé plusieurs fois la blade avec ça. c'est des VLAN entre les deux projets. En fait, tu peux faire des couches. Ouais, tu peux le mettre en partagé et ensuite, dans le partage, tu es censé pouvoir choisir tes zones. Hermétique l'un à l'autre. Mais tu peux, comme dans la vraie vie, si tu crées un VLAN qui se dirige vers un autre routeur et puis avec une certaine machine, ils pourront communiquer, mais les autres resteront hermétiques. Donc, on va se dire, tu vois ce que je veux dire. Là, du coup, elle est en déploiement, comme on voit. Il a détecté, il a envoyé le système. Là, la machine, elle est en train de démarrer tranquillement en PXE et faire sa vie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sauf que là, tu peux rester dans l'hermétisme. L'objectif,
par exemple, crées juste un VLAN qui va être communiqué avec ton autre projet. Oui, mais en famille, tu n'es pas en tant qu'utilisateur normal. Après, on fera des interfaces. Il y a beaucoup de travail à installer là-dedans. Ouais, par contre, là, il faudra faire des demandes aux amis pour qu'ils le fassent. C'est sur mesure, ça. Mais après, sinon, il y aura des différences de rôle et justement, c'est ce qu'on doit développer avec la filière L. Un moyen, en fait, de les cas extrêmes où on a tout le temps besoin d'un admin pour configurer certains subnets, pour qu'en fait, seuls les profs puissent faire certaines connexions en plus. Mais sans qu'ils aient accès non plus à toutes les commandes de l'OpenStack. C'est juste de l'affinage en termes de règles. Ouais, c'est la partie la plus compliquée généralement quand on met de la prod, c'est gestion d'accès. C'est ce qui est le plus drôle à faire et le moins drôle aussi. C'était bien content, ouais, j'ai bloqué tout le monde. Pourquoi je suis admin? Pose pas de questions. Pour l'instant, du coup, il n'y a pas d'interconnexion Office 365 avec les. Non, puis il y a peu de chances que ça arrive ça. Ce serait génial parce que du coup, nous on a prévu de mettre un SSO justement pour tout ce qui est accès. Mais ça va être compliqué à mettre en place tant que l'école ne voudra pas. Parce qu'en fait, ce qu'on fera, c'est on récupérera la liste des élèves avec leur email et on leur enverra un mail pour qu'ils créent leur compte sur notre instance à nous qui gère les accès. Ça facilite pas les choses, mais ça ne gère rien. Oui. Moi, je réfléchissais à mettre, on te donne en chaque début d'année ton mot de passe réseau GS, on est sur l'AWS. J'importe le truc, je exporte dans notre base de données et c'est le même serveur, le mot de passe, c'est plus de problème. Quand j'ai dit que c'était long, un serveur à démarrer. Hein. Là, techniquement, il a fini, hein, le système est installé, on va pouvoir travailler dessus maintenant. Je sais pas quel IP il lui a donné. Ce qui est bien, c'est qu'on peut configurer ici son network directement, il a pris leur 52, très bien. Je peux configurer son stockage aussi. Ah. Je vais configurer ou pas? Ça a l'air. Vous êtes en train de déployer un Ubuntu sur un serveur physique. Ouais. Comment est-ce que tu gères après la virtualisation sur ce serveur? Alors justement, ça c'est l'OpenStack qui va s'en occuper. Globalement, l'OpenStack par défaut, tout est installé dans un seul node, tu as le contrôleur avec toutes les API. Si on retourne sur cette image de l'horreur, mais qui me fait énormément rire, le Nova ici, il est séparé en deux éléments, c'est-à-dire que tu as vraiment l'API qui peut être juste dans ton contrôleur, on s'en fiche, lui il fait pas de calcul, il est juste là pour donner les ordres de création. Et ensuite le queue, le scheduler et tout ça, eux ils sont là pour créer AVM, en QEMU ou en KVM, peu importe, ça dépend lequel est compatible. Et en fait ce que tu fais, c'est que tu installes les workers Nova, le worker Neutron et le worker Cinder, je sais plus s'il est obligatoire lui. Et ensuite tu as juste besoin d'avoir ça de config, et c'est bon. Après ton node sera un node de calcul. C'est à toi de bien configurer ton Nova et de dire combien de RAM il peut utiliser et tout. Parce que tu peux avoir 600 Go de RAM sur ta machine de disponible, mais ton Nova il peut te dire il n'y en a que 50 utilisables. Si jamais tu as besoin de garder de la RAM en stock ou pas. Ça c'est un élément qui est intéressant si. Putain, à chaque fois qu'on est en plein écran, on peut pas là-dessus. Et on est d'accord qu'on peut partager ta mémoire, la RAM virtuelle entre plusieurs serveurs physiques grâce à OpenStack. Ouais. Ouais, on peut faire de l'overcommit avec la RAM. C'est un peu relou à faire sur la prod, mais bon. Donc voilà. Donc là on a un magnifique Ubuntu. Et puis du coup c'est tout s'il n'y a pas d'autres questions. Et jusqu'à là on a fait du monitoring d'API, tout ça, mais je ne sais pas si vous en faites aussi, mais le monitoring hardware. Alors monitoring pour l'instant on est sur l'SNMP pour la partie réseau. Ensuite le reste, le monitoring court terme sera fait avec toute la stack de Prometheus. Et le long terme c'est l'Elasticsearch. Bon, bah, je vous remercie. « 45 minutes. Toute cette partie-là, je pense que ce sera utilisable dans le cadre des futurs PA qui devraient être. Alors c'est l'objectif. Oui, parce que moi je sais que j'en avais parlé avec Gilles et qu'il m'avait souvent parlé de ce projet un petit peu de loin, parce qu'il n'avait pas les besoins des aboutissants exacts. Mais du coup, oui, l'objectif à terme, c'est vraiment de prévoir pour les PA ou les projets des intervenants qui souhaiteraient faire. Oui, exactement. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment. Tu as besoin d'un matériel hardware ou une VM. Tu arrives dessus, tu as une autorisation d'administration, tu cliques, ça spawn. D'accord. Et les autorisations passent directement par l'administration. Je sais pas. Par exemple,
Globalement, les admins, c'est lui et moi. Lui, il fait le réseau, moi, je fais le truc. Et après, globalement, c'est un peu tout.